Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour School TV pour ce nouveau numéro du MAG. 30 minutes de questions et de réponses, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Extra School, on s'intéresse à l'éloquence. Voici sans plus tarder le sommaire. Cinéma, émission encore, bon nombre de reportages. L'art oratoire sort de sa réserve. Mais qu'est-ce que l'éloquence? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. L'éloquence a eu pendant longtemps une image parfois désuète ou quelque peu élitiste. Aujourd'hui, cet art séduit bon nombre de jeunes. Alors comment se passent les concours? Quels sont les différents formats? Comment on le prépare? Et surtout, comment on enseigne l'éloquence? Élément de réponse dans un instant. Et puis l'éloquence nivelle, on le dit, les inégalités, permettent de s'amuser avec la langue française, ça fait des émules chez les étudiants, mais côté entreprise, du côté des salariés, effectivement, Irina nous dira que certains optent même pour des concours en langue étrangère, tout un programme. On en parle en plateau avec mes invités. Bonjour Shadrach Ilanga, merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant et intervenant en art oratoire, et puis on est avec un lauréat, et oui un lauréat, Dario Le Gracier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en programme Grande École à l'ISC Paris et prix concours d'éloquence de l'ISC, c'était en cette année. C'était cette année, en 2022. On en parlera dans un instant, c'est parti pour la loupe. Allez, pression maximale sur Irina Capron. Aujourd'hui, l'éloquence, c'est quoi? Alors, l'éloquence, c'est un art oratoire, c'est une aptitude à s'exprimer bien de manière aisée devant un public, en faisant appel aux émotions, mais aussi à l'argumentation. Il s'agit de prendre la parole sur un sujet avec ses propres mots et sa personnalité. Alors, ce n'est pas comme du théâtre, il faut être soi-même, il ne faut pas jouer un rôle. Et l'éloquence répond à des codes précis, comme la gestuelle, les regards ou les silences pour convaincre l'audience. Pourquoi ça attire de plus en plus de jeunes, ces concours d'éloquence? Avant, les concours d'éloquence étaient réservés aux facs de droit ou d'instituts d'études politiques, alors qu'en soi, la communication orale est très importante dans la vie en général, que ce soit dans la société ou dans notre vie professionnelle. Et de plus en plus de jeunes ne sont pas à l'aise aux prises de parole en public, et ça peut devenir un handicap pour leur futur professionnel. Et pourtant, les concours d'éloquence permettent d'avoir confiance en soi, de gérer son stress, sa timidité, et d'avoir une certaine aisance en public. À 43 ans, pour moi, c'est râpé? Ça, je sais pas. On va poser la question à mes invités dans un instant. Pourtant, l'ancienne expression orale à l'école, ce n'est pas assez? Ça commence avec les poésies, les campagnes d'élection, j'allais dire présidentielles, mais non, pas encore, les campagnes d'élection de délégués, les exposés, le rapport de stage. Tout au long de la scolarité, nous sommes amenés à prendre la parole en public, mais ce n'est pas un cours, ce n'est pas régulièrement, c'est pas comme les mathématiques. Et généralement, ce sont les jeunes, environ de 15 à 18 ans, plus généralement les lycéens, qui prennent de plus en plus conscience qu'il faut être à l'aise en public, généralement quand ils passent des concours d'entrée à l'école ou alors quand ils passent des entretiens pour des stages, de l'alternance ou même pour trouver un emploi. Allez, on passe à notre séquence expression orale qui n'a jamais aussi bien porté son nom. C'est parti. Alors, on donne la parole à Shadrach et à Dario dans un instant, mais si vous n'avez jamais assisté à un concours d'éloquence, regardez cet extrait avec Faridatou Enda, c'était lors du concours d'éloquence 2020 des lycéens de Montreuil. Regardez. Souvent, on se retrouve dans des situations dans lesquelles il est difficile de trouver une solution. Et sachez que malgré tout ça, malgré tous ces pleurs, malgré toutes ces mésaventures, malgré toutes ces situations désastreuses, par mon histoire, j'aimerais vous prouver que ça ira mieux demain. À 12 ans, j'écrivais dans mon carnet de bord « La vie est une guerre ». Mais je ne savais pas si je devais me battre contre la vie ou pour la vie. À 12 ans, je me suis battue pour la vie en prenant la plume. Et aujourd'hui, à 17 ans, si je continue de me battre pour la vie, pour la mienne, mais aussi pour toutes celles des personnes qui sont en difficulté, c'est en prenant la parole. Voilà, c'était à 2 ans, le concours d'éloquence des lycéens de Montreuil, encadré par un certain Clément Victorovitch, que l'on remercie et que l'on salue. Dario, prix concours d'éloquence ISC Paris, donc en 2022, c'est tout récent. J'imagine que cela reste un de vos meilleurs souvenirs de votre jeune carrière, si je puis dire? Alors, merci tout d'abord. Bien évidemment, c'est un sport qui est très sympathique, très agréable. C'est avant tout un stress, beaucoup de préparation et c'est un art à part entière car il s'agit de sortir de sa propre zone de confort.
de se mettre debout, de prendre la parole et d'affronter le jugement des autres. Un jugement qui est très difficile car on juge en direct l'intellect de la personne qui s'exprime. Donc c'est un jeu du chat et de la souris, si je puis dire, où on cherche à capter un maximum les personnes qui nous écoutent. Et tout en s'en imprégnant, bien sûr. Voilà, c'est bien sûr un souvenir très sympa, très agréable et qui promet de belles choses par la suite, car on est obligé de se dépasser et c'est avant tout un petit cours de vie, un bref cours de vie. Dario, qu'est-ce qu'on ressent justement quand on monte comme ça sur scène et qu'on affronte, si je puis dire, l'audience? Alors, moi, c'était un format assez spécifique cette année, Covid oblige. Ah oui. Donc, ce test, cette épreuve a été faite en distanciel. Donc, ce qui a amené d'autres, on va dire, difficultés, comme le fait de ne pas pouvoir voir son auditoire directement. Avoir un chiffre en face de soi qui grimpe, où on va pouvoir constater le nombre de personnes qui nous regardent sans avoir effectivement tout le temps les regards pour se guider, le public pour éventuellement nous donner un indicateur auditif, si je puis dire. C'est très spécifique et ça pousse encore une fois à essayer de réfléchir et de gérer son stress, si je puis dire. C'était quoi le thème? Alors, sommes-nous responsables de notre propre apprentissage? Donc, c'était au cours de la semaine de l'apprentissage. Donc, c'est un thème qui est récurrent à l'ISC Paris, l'école dans laquelle je suis actuellement. Donc, chaque année, il y a un concours qui va être autour du thème de l'apprentissage, où le but va être tout simplement de développer une thèse, antithèse. Et là, en l'occurrence, c'était sommes-nous responsables de notre propre apprentissage? Voilà. Shadrach Ilanga, merci beaucoup d'être venu nous voir. Vous avez fait quand même pas mal de kilomètres pour venir aujourd'hui jusqu'à Paris, car ce thème, eh bien, vous tient forcément beaucoup à cœur. Vous êtes enseignant, intervenant, vous êtes tombé dans la maramite éloquence. À quel âge, si je puis dire, ou comment on attrape le virus? Je suis tombé, je pense, dans la marmite lorsque j'avais 6 ans. Et je pense que ça fait partie des épisodes les plus importants de ma vie. En fait, c'est ma rencontre avec la langue française. Il faut savoir que moi, je ne suis pas né ici en France. Je suis arrivé ici à l'âge de 6 ans. Et j'ai pu trouver, à travers cette langue, une certaine poésie, un romantisme naturel. Et c'est vrai que l'éloquence, on en parle aujourd'hui à travers des concours, mais l'éloquence, c'est juste le rapport aux mots. C'est-à-dire comment on entretient cette familiarité avec ce génie qui est la langue française. Et c'est par la suite que j'ai pu développer, je dirais, des expériences, des compétences à travers des expériences. Et ça a été intéressant de voir que l'oralité, de manière générale, n'est pas un sujet, je dirais, premier ou primordial dans le milieu français. J'ai un background et j'ai une culture anglo-saxonne. Ouais. Moi, je sors tout droit d'Afrique du Sud et l'expression orale, c'est la base de toute chose. Mais on a l'impression, chez les anglo-saxons, on a l'impression que même quand tu as 10, 12, 13, 14 ans, des fois tu es bluffé par la prise de parole, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ou peut-être même en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas le cas ici. Cela s'explique par le fait que dès tout petit, en fait, on baigne dans cette culture. Et je pense que je peux trouver une autre explication qui est le rapport à la langue française. De manière générale, j'ai l'impression que les Français sont plutôt avaricieux. C'est-à-dire que la langue française a plus une fonction littéraire. La langue française, c'est les livres, ce sont également les poésies, c'est tout ce qui a contribué à la culture française, mais ce sont rarement les discours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a comme une austérité qui s'est appliquée dans la culture de la langue française, où on n'est pas tolérant de l'accent, des erreurs, des anomalies de langage. Et ce qui fait qu'on a une jeunesse qui a peur de faire des erreurs et qui ne fait pas l'effort, tout simplement, de s'engager dans ce sens-là. Il y a des statistiques qui démontrent cela. J'ai lu la dernière fois que parmi les plus grandes phobies des Français, il y a la glossophobie. Et la glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Ça apparaît en 4e position. Et vous savez ex aequo avec quoi? Avec la mort. Wow. Et là, je me sens immortel lorsque je prône cette chose-là. Ouais. C'est pour dire à quel point nous sommes, je ne veux pas dire en retard, puisque je ne veux pas être dans une relation comparative, mais nous sommes dans un stade où on n'est pas prêt à construire les individus qui vont composer la génération de demain. Et ce qui est paradoxal,
C'est qu'on apprend depuis l'année dernière qu'il y a eu une réforme du bac, une réforme aussi du brevet, et il y a une épreuve qui s'appelle le grand oral. Le grand oral. Donc c'est-à-dire que à un moment, il faut essayer d'être cohérent. Moi, je vis la chose en l'espèce sur le terrain. C'est vrai que le projet du grand oral, lorsqu'on le lit théoriquement, c'est sexy. Voilà, c'est toute une séduction. Mais en l'espèce, c'est toute une stupéfaction. Pourquoi ? Parce qu'on a des enseignants de lycée qui ont déjà un programme assez chargé et qui n'ont pas forcément les compétences ou la volonté ou le temps, tout simplement, bien sûr, de proposer des cours d'oralité aux étudiants, et ces étudiants vont être éprouvés à travers le grand oral. J'en ai fait l'expérience, et c'est assez intéressant de voir que peut-être que ce prétexte, c'est-à-dire que cette réforme va impulser une certaine culture de l'oralité. Dario, est-ce que l'art oratoire peut changer le cours d'une vie ? Alors, moi, en parlant d'art oratoire, je dirais que c'est un petit peu notre CB du quotidien. Aujourd'hui, on nous conseille beaucoup de faire attention à son orthographe, attention à sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, mais on n'apprend pas à développer sa propre aisance à l'oral. C'est essentiel cependant pour pouvoir communiquer. Ça doit nous être idiosyncratique quasiment, et le fait d'aujourd'hui être capable de communiquer, de prendre la parole devant 1, 2, 10, 100 personnes, bien évidemment, c'est un plus, mais qui se cultive. Il faut voir ça comme un travail paysan, on va dire, où chaque jour, chaque petit bouquin que vous pourriez lire, chaque petite information que vous pourriez glaner sur Internet, vous servira pour vous mettre en avant. Je pense que la plus grande phobie qui est partagée par mes confrères, on va dire étudiants, c'est d'être considéré comme une arnaque, d'avoir des compétences, on va dire, digitale, d'écriture, de communication écrite, et de se retrouver devant le fait accompli, d'être incapable de transparaître et de se transcender, entre guillemets. Est-ce que l'éloquence permet avant tout de mieux se connaître ? Alors, je répondrai par d'autres questions. Est-ce que nous nous connaissons ? C'est plutôt ça qu'il faudrait se dire, ou est-ce que nous avons appris à nous découvrir ? C'est là toute la réflexion qui se pose derrière cela. C'est qu'aujourd'hui, on jouerait presque un rôle dans la société, et il est important d'être capable de se démarquer. Et par conséquent, l'idée qui se génère derrière, c'est que se découvrir, oui, mais se découvrir un véritable soi ou un autre soi-même. Je ne suis pas spécialement à l'aise à l'oral initialement, cependant c'est par le biais de cours comme celui que j'ai pu suivre avec Shadrach qui est aujourd'hui présent, que cette forme de personnalité peut évoluer, peut se développer. Comment on devient un bon orateur ? Alors je vais édicter pas mal de domaines, parce que en tout cas, on a vu un extrait effectivement on a vu un passage avec un concours d'éloquence, mais il y a la voix, il y a le ton, il y a la diction, il y a le rythme, l'expression du corps, l'énergie, le texte, la gestion du stress. Quand c'est pas en période Covid, bien sûr, il y a beaucoup de monde et il faut gérer ça aussi, mais c'est que le début, ça ? C'est le début, mais c'est aussi la continuité. Pour vous dire, c'est une question de performance. Et comme un artiste qui va partir dans une tournée, parfois on est performant, parfois on ne l'est pas, mais c'est la répétition de tout cela qui nous forme. D'accord. Et pour reprendre l'exemple de la piscine, plus on pratique, plus on se sent à l'aise. Et cette aisance ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que on a un peu cette croyance qu'il y a des personnes qui sont innés orateurs. Ouais. C'est une vérité partielle, parce qu'il y a des plus de facilité, mais il y a beaucoup à apprendre, c'est ça ? On a plus de facilité si l'on veut, parce qu'on a une personnalité forte. Ça rentre dans la variété des personnalités. Mais si on ne l'entretient pas, à un moment, on ressent la chose. Il est arrivé à de grands orateurs de bafouiller, de ne pas arriver à prononcer même le mot qu'ils veulent dire là maintenant, et se dire mais pourquoi j'arrive pas à le faire ? Parce qu'ils sont sous pression, parce que ce sont les circonstances, parfois c'est aussi une question de croyance, parfois c'est également une question d'enjeu.
J'aime prendre en exemple, parce que pour moi c'est une icône en termes d'art oratoire, c'est celui qu'on appelle Démosthène, considéré comme le plus grand orateur de tous les temps, mais qui a commencé dans une situation... Je pensais que c'était Jean-Luc Mélenchon, mais non. je ne veux pas me prononcer à ce niveau-là. Une petite blague, pas de souci. Si on doit considérer un grand orateur vivant francophone, je dirais Marc Bonan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez checker, puisque c'est pour moi un exemple en termes de spontanéité, etc., et en termes de folie. Mais pour revenir sur Démosthène, initialement, il avait des tics. Il avait également une laideur dans sa posture. Il n'inspirait pas confiance. Et il a travaillé comme un malade. Pour vous dire, il se mettait des cailloux dans la bouche pour pouvoir articuler, apprendre à articuler. Il accélérait jusqu'à arriver au bord de la mer et il se mettait à crier pour pouvoir défier le bruit de la mer, pour pouvoir travailler sa voix. Alors cette détermination, bien sûr, c'est une détermination qui n'est pas donnée à tous, mais c'est pour dire que l'orateur le devient tous les jours par l'exercice et par la performance. Bon, on est parti pour se mettre des cailloux dans la bouche, ma chère Irina. Dario, quelles sont les différentes formes de concours et quel est le format que vous préférez? Est-ce qu'il y a des battles? Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est très drôle parce que c'est un petit peu au choix et au gré du vent, entre guillemets. Il y a de grandes catégories de concours d'éloquence. Ça peut être par équipe, comme ce que j'ai pu faire moi, par exemple. Ça peut être avec un texte préparé. On peut aussi avoir de l'improvisation totale, format battle un petit peu, comme pour vous reciter à nouveau. Effectivement, ça va prendre différentes formes en fonction du besoin, en fonction des besoins des écoles également. Et c'est avant tout une notion d'application et de concordance avec ce que souhaitent transmettre les personnes qui organisent ces concours-là. On va avoir du grand classique avec les concours HEC que vous connaissez probablement tous. On va avoir des modèles plus atypiques avec un effet de dualité, une notion de rhétorique plus ou moins forte où vous avez un temps de parole format débat où vous pouvez répondre directement à une personne qui échange avec vous, ou au contraire, vous avez votre moment de chance où vous pouvez parler pendant 5, 10, 15 minutes sans pouvoir revenir sur quoi que ce soit après. C'est un petit peu comme une prise studio, on a une chance et on se lance et après, advienne que pourra, l'effet papillon pour corroborer ce que disait Shadrach tout à l'heure, on lance une bouteille à la mer et on attend de voir si l'écume est forte ou non. Quel est le format que vous préférez? Moi, ça va être le format improvisation. Le format d'improvisation, car c'est le plus inconfortable. C'est à la fois aussi le plus sympathique, car on se trompe beaucoup, on fait des erreurs. J'aurais souvent besoin de mettre des petits cailloux dans ma bouche également, car j'ai cette tendance à vouloir parler un petit peu vite. Mais l'improvisation est pour moi la forme la plus naturelle de notre propre expression. Réagir à chaud est quelque chose qui est très significatif. J'utilisais le mot idiosyncrastique tout à l'heure, mais c'est encore justifiable par ce terme-là. C'est le fait de se mettre dans l'instantanéité et la réflexion pure et dure. Voilà, c'est mon petit favori, on va dire. Shadrach Ilanga, à quand les concours d'improvisation à l'école? À quand À quand? C'est une très bonne question. Ou plus généralement des cours et des concours d'éloquence à l'école? Moi, je on voit ce que font les anglo-saxons et qu'on voit ce qu'on fait nous ici. Je ne résumerai pas l'éloquence au concours d'éloquence. Il faut savoir qu'il y a de grandes personnes et de grandes personnalités, notamment Clément Viktorovitch, qui n'aiment pas les concours d'éloquence. Il vient parce qu'il est reconnu pour cela et c'est aussi par diplomatie qu'il le fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les concours d'éloquence. J'ai une pensée également à Victor Ferry, qui est un youtubeur qui propose des cours d'éloquence, docteur en lettres et en la matière, parce qu'il y a une forme de superficialité. C'est vrai que le prétexte de compétition, souvent nous mène à se dire notre objectif est de gagner.
Mon objectif n'est pas de développer ces compétences ou de me découvrir. C'est quitte que coûte de gagner. Mais tout se passe dans la communication interne avec la personne. C'est-à-dire que si la personne se dit que je fais tout pour gagner et je prends en compte les éléments qui peuvent influencer ma victoire, notamment les membres du jury, quel profil sont-ils, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. C'est une réalité. Ou la problématique, peut-être que je me sens pas à l'aise là-dessus, mais comment je fais pour retenir la chose. Et est-ce que je dois être dans une notion de superficialité à plaire à l'autre, ou tout simplement dans l'expression de ce que je suis moi-même. Et c'est comme un casting. Beaucoup de réalisateurs vous diront qu'un casting n'est qu'une séance de séduction. Ça nous dit pas tout sur la personne qui se présente à nous. Et c'est ça, en fait, qu'il faut essayer d'éteindre. Et l'enseignement de l'éloquence, c'est l'enseignement du soi. C'est là où on peut aussi amener les gens. C'est pourquoi je dis que les concours d'éloquence, c'est cool. C'est comme la Champions League, si vous voulez. Mais si vous ne savez pas jongler, c'est cool d'aller en Champions League sans savoir jongler. Il faudrait encore que ça puisse arriver. Je sens qu'Irina va venir dans un concours très rapidement. Je pense aussi. Je la sens très très motivée. Éloquence et charisme, on peut y faire un lien? On peut y faire un lien puisque le charisme, par définition, c'est le charme de la personnalité. Et parmi les beautés invisibles, il y a le fait de savoir parler. Parfois, quand on sait bien parler, on a l'impression d'être intelligent. Les personnes aiment cela, c'est séduisant. Éloquence, par le fait également qu'il y a une prédominance de la communication non verbale. Certaines écoles ne sont pas forcément en adhésion avec les propos que j'avance. Moi, j'essaie juste d'observer objectivement. Parce qu'il y a différents courants au sein de l'éloquence? Oui, il y a différents courants. Il faut savoir que même de manière générale, il y a différents courants de pensée. Il faut savoir que nous avons, par exemple, la dialectique héristique qui prône le fait d'avoir raison tout le temps, à l'image d'Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, ou même Protagoras, ou les sophistes, ceux qui étaient des praticiens de syllogisme, d'artifice, comme qualifierait Socrate. Et l'école socratique, par exemple, l'école socratique qui est beaucoup régie par les notions de vertu, de crédibilité, mais aussi de moralité. Et selon les écoles, il y a différentes manières d'approcher la chose. Aujourd'hui, malheureusement, je peux l'entendre, on accentue beaucoup, parce qu'on est un peu dans l'ère de l'analyse, de l'identification de l'autre, on accentue beaucoup l'importance de la communication non verbale. Il y a une étude d'un docteur Merabian, qui nous a montré que l'impact d'un discours est composé de 55 à 55% de l'image. C'est une réalité. Cela dit, les mots sont importants parce que les mots changent tout. Les mots peuvent changer une pensée. Par exemple, ici, je peux vous faire une démonstration. Je vous demande d'observer l'arbre qui est ici, l'arbre au fond de la forêt. Vous le voyez, il est ici, mais je vous dis de le contempler. Contempler cet arbre. On a l'impression que j'apporte une sacralité à cet arbre. Parce que la contemplation n'est pas un terme qui est anodin. Et c'est là où on peut aussi se poser des questions sur la finalité de l'éloquence. Est-ce que c'est pour enrichir le vocabulaire ou juste développer des personnalités, ou les deux à la fois? Et si c'est les deux à la fois, il faut toujours rester dans la familiarité des mots. Et ça, c'est hyper important. L'info en plus. Allez, ma chère Irina, il existe également des concours d'éloquence en langue étrangère, ça va vous intéresser? Exactement, ça s'appelle les Cicéronades. Le concours est ouvert dans plusieurs langues vivantes ou anciennes, comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le japonais, le grec ancien ou le latin. Et les Cicéronades, je vais du mal à le dire, voilà. Les Cicéronades? Les Cicéronades, c'est très dur à dire, moi aussi je vais devoir manger des cailloux. On y participe comment? Alors ça s'adresse à tous les élèves de la 5e à la terminale, issus de lycées généraux, technologiques, professionnels, en France ou à l'étranger, ainsi qu'aux étudiants de BTS. Les participants doivent choisir un texte en vers ou en prose, parmi les langues que je vous ai citées juste avant, et ils doivent ensuite se filmer en train de le déclamer et d'envoyer la vidéo à l'Académie d'Orléans-Tours qui est en charge de ce concours. Alors le thème du concours cette année se porte sur le printemps des poètes, l'éphémère, et vous avez jusqu'au 11 mars pour envoyer votre vidéo, alors il ne vous reste plus beaucoup de temps. Un jury composé de professeurs de langue examinera les candidatures et les résultats seront annoncés le 6 avril 2022 lors d'une cérémonie de remise de prix. Vous avez une question? Eh bien oui, j'aimerais moi savoir, il y a... Là, on retrouve beaucoup dans les concours d'éloquence, les jeunes
s'exclament ou déclament leurs idées sur des thèmes très forts comme les rixes entre quartiers par exemple ou la fraternité. En quoi c'est important de prendre ces thèmes forts d'actualité pour des jeunes? Alors, si on prend du recul, un concours d'éloquence, avant tout, c'est une discussion. Et lorsque l'on mène les gens à discuter de tel ou tel sujet, on les implique, on les engage à faire de la recherche, à ne pas avancer des propos venant juste de notre pensée et de nos pensées idiosyncrasiques. Et bizarrement, on crée comme une culture de la communication et de ce fait une extinction de la communication non verbale violente. Et ça, c'est quelque chose qui a son importance par le fait de la maîtrise de la parole. On est capable de maîtriser ses émotions et être tolérant et élargir notre esprit et accepter la contradiction, ce que peu de personnes sont capables de faire. Dario, est-ce que l'éloquence met tout le monde sur un pied d'égalité en termes de statut social, si je puis dire? Alors, pour paraphraser Paul Verlaine, mon rêve familier, effectivement, c'est une finalité. L'éloquence va nous mettre sur un pied d'égalité dans le sens où on va avoir une problématique commune sur laquelle débattre. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Je vous parlais tout à l'heure d'improvisation, car c'est selon moi la forme la plus pure et celle qui va nous mettre sur un pied d'égalité par définition, car nous avons les mêmes éléments et les mêmes problématiques à l'instant T. Là où, lorsqu'on va être sur une notion de préparation de texte, certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir un espace pour pouvoir se poser, réfléchir, prendre le temps d'écrire. Là, ce sera aux professeurs ou aux personnes qui seront en charge de ce concours de jouer des pieds et des mains pour être capable d'apporter cette égalité. L'éloquence en elle-même, c'est une confrontation sur un même point, bien sûr, mais ça va être le cercle autour qui va faire que oui ou non, on va être sur une notion de parité, on va dire. Shadrach, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, l'éloquence a aussi la cote au sein des entreprises. Bon nombre de managers souhaitent aujourd'hui perfectionner leurs soft skills, contrairement aux hard skills, parce qu'effectivement, on se dit qu'il y a un moment, les hard skills vont être obsolètes, mais sur ces soft skills, justement, est-ce que en boostant cette éloquence, est-ce que ça peut faire la différence au sein de l'entreprise? Totalement. On parlait tout à l'heure de la prise de confiance en soi. Moi, j'aimerais ajouter à cela la capacité à fédérer, la capacité à tenir un groupe et à développer... Surtout en ce moment, en période de Covid, si tu fais un Teams, si tu fais un Zoom et tout, tu as toute ton équipe, j'imagine, quand même via Internet. Oui. Donc tu as intérêt à les emballer et trouver les bons mots. Alors, il y a le fait de trouver les bons mots, mais aussi toute la notion de compréhension de l'autre. Vous savez, cette communication interpersonnelle qui est prônée par plusieurs scientifiques en la matière. La communication non violente, le fait de pouvoir analyser l'autre et s'adapter et constamment poser les mots que la personne aimerait recevoir pour mieux comprendre ce que vous voulez dire. C'est la plus grande frustration de tout individu que de dire quelque chose que l'autre ne comprend pas, parce que pour nous on se dit c'est normal de le comprendre, l'autre il comprend pas. Et l'éloquence, ou du moins l'art de la communication, nous enseigne le fait de s'interroger sur soi et sur l'autre. Merci infiniment en tout cas tous les deux d'être venus nous voir et d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui dans School TV Le Mag. Dario Le Gracier, je rappelle que vous êtes étudiant en programme Grande École à l'ISC Paris, prix concours d'éloquence ISC Paris 2022. Encore toutes mes félicitations. La prochaine fois, on fera revenir en plateau pour défier Shadrach. Effectivement, pourquoi pas une petite démonstration, une petite battle à Shadrach Ilanga, enseignant et intervenant en art oratoire. Un grand merci à tous les deux. Merci. Ma chère Irina, c'était parfait. Je vous retrouve dès demain sur School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie. C'est bafouillé, l'éloquence.